Nous nous tournons souvent vers le passé pour nous comprendre nous-mêmes. Ce soir, nous nous intéressons à l'année 1876 et à l'histoire sombre de Charles Bravo. C'est une affaire qui nous rappelle que derrière les documents historiques se trouvent des personnes réelles, dont la vie a été irrémédiablement changée par les événements qui ont eu lieu. Voici leur histoire, telle qu'elle peut être racontée. Dans la banlieue aisée de Londres, à Balham, derrière la façade respectable d'une villa gothique connue sous le nom de The Priory, une tragédie victorienne était sur le point de se dérouler. La maison appartenait à Charles et Florence Bravo. Il était un avocat de 30 ans, séduisant et ambitieux, qui venait d'épouser une femme très riche. Sa femme, Florence, était une riche héritière, belle et vive, mais une femme dont la vie était déjà marquée par le scandale et le chagrin personnel. Leur mariage, qui promettait une rédemption sociale pour elle et une sécurité financière pour lui, durait depuis moins de 5 mois. Mais entre les murs de The Priory, des secrets s'envenimaient et les tensions montaient vers une conclusion fatale. Pour comprendre la tragédie de The Priory, il faut d'abord comprendre le passé de sa maîtresse, Florence Bravo. Née dans une famille aisée, son premier mariage avec un officier de l'armée, Alexander Ricardo, s'était terminé dans la misère. Il était un alcoolique violent et à sa mort, Florence s'est retrouvée veuve avec un vaste héritage. Cherchant du réconfort et un traitement pour ses propres problèmes d'alcool, elle est devenue la patiente de l'un des médecins les plus célèbres de l'Angleterre victorienne, le docteur James Manby Gully. Il était un pionnier de la populaire cure par l'eau, mais il était aussi près de 40 ans son aîné. Leur relation professionnelle a rapidement évolué vers une liaison secrète et passionnée. Lorsque l'affaire a été rendue publique, ce fut un profond scandale. À une époque où les normes morales étaient impitoyables, Florence a été ostracisée. Son mariage ultérieur avec Charles Bravo a été considéré par beaucoup comme une tentative désespérée de retrouver sa place dans la société et de mettre l'ombre du docteur Gully derrière elle, pour de bon. L'union de Charles et Florence Bravo a été difficile dès le début. Si elle offrait à Florence un semblant de respectabilité, Charles avait ses propres motivations. Bien qu'il soit un avocat issu d'une bonne famille, il n'avait que peu d'argent et était profondément endetté. En épousant Florence, il s'attendait à avoir le contrôle total de sa fortune considérable, un patrimoine estimé à l'époque à environ 40 000 livres sterling. Lorsque Florence a refusé de lui céder le contrôle total, le mariage a tourné au vinaigre. Des témoignages du personnel de maison ont dépeint le portrait d'un mari dominateur et cruel. Charles aurait été sujet à de violentes colères, soumettant Florence à des abus verbaux et à des menaces. Au cœur de cette relation conjugale tendue se trouvait la compagne et gouvernante de longue date de Florence, Jane Cannon Cox. Charles en voulait profondément à l'influence de Madame Cox sur sa femme, la considérant comme un obstacle à son contrôle sur Florence et ses finances. Le mardi 18 avril 1876 a été le dernier jour de la vie de Charles Bravo. L'atmosphère à The Priory était lourde de tension. Plus tôt dans la journée, au cours d'une promenade en calèche, Charles et Florence s'étaient violemment disputés. Selon des témoignages ultérieurs, Charles est entré dans une rage folle à cause du désir de Florence d'acheter une nouvelle calèche, plus chère. De retour à la maison, sa colère n'était pas retombée. Il a pris une décision radicale contre la femme qu'il considérait comme sa rivale domestique. Il a convoqué la compagne, Jane Cannon Cox, et l'a informée que ses services n'étaient plus requis. Elle était licenciée. Ce soir-là, la maisonnée s'est assise pour dîner. Florence, souffrant d'un mal de tête, a peu mangé et s'est retiré tout dans sa chambre. Charles, cependant, a pris un repas complet et semblait d'humeur plus calme, alors qu'il montait lui aussi dans sa propre chambre pour la nuit. La paix fragile de la soirée a été brisée vers 21h30. Un cri d'alarme a retenti dans la chambre de Charles Bravo. Il criait frénétiquement, se penchant à sa porte et appelant sa femme. La maisonnée a été réveillée par ses appels désespérés et répétés. Jane Cox a été la première à le rejoindre. Elle l'a trouvé debout près de son lit, violemment malade et dans une douleur atroce. Alors que Florence entrait dans la pièce, il se serait effondré. Quand on lui a demandé ce qui n'allait pas, Charles a affirmé qu'il avait frotté de laudanum sur ses gencives pour un grave mal de dents et qu'il en avait accidentellement avalé. Mais la violence de ces symptômes
Les vomissements en jet, la douleur brûlante dans la gorge et l'estomac, et l'effondrement immédiat semblaient bien trop extrêmes pour une petite dose accidentelle de laudanum. Un médecin local a été appelé de toute urgence, mais il est immédiatement apparu que Charles Bravo était en danger de mort. Au cours des 3 jours suivants, Charles a subi un déclin atroce, alors qu'une équipe de médecins distingués travaillait désespérément pour le sauver. Alors qu'ils administraient des traitements, ils sont devenus de plus en plus sceptiques quant à son histoire de laudanum. Les symptômes n'étaient tout simplement pas cohérents avec une overdose d'opium. Ils étaient, en revanche, des signes classiques d'empoisonnement irritant. Plus précisément, ils pointaient vers l'antimoine, un poison métallique qui provoque une mort horrible et douloureuse. Alors qu'il était mourant, l'histoire de Charles a commencé à changer. Il a admis au docteur George Harrison « J'ai pris du poison, mais pas du laudanum ». Pressé de s'expliquer, il a refusé d'en dire plus, ne nommant jamais une personne qu'il soupçonnait. Il a seulement répété qu'il n'était pas responsable de son état. Le matin du 21 avril 1876, après 55 heures de souffrance atroce, Charles Bravo est mort. Le mystère de ce qui s'était réellement passé dans sa chambre ne faisait que commencer. Une autopsie a rapidement confirmé les soupçons des médecins. Le corps de Charles Bravo contenait une dose massive de tartre émétique, un composé d'antimoine. Il ne faisait aucun doute qu'il avait été assassiné. L'enquête de police a commencé et la première enquête du coroner a été convoquée. Les principaux témoins étaient Florence Bravo et sa compagne Jane Cox. Leurs témoignages étaient évasifs et contradictoires. Elles ont caché des informations cruciales, notamment la liaison scandaleuse de Florence avec le docteur Gully. Peu convaincu, mais en l'absence de preuves claires, le jury a rendu un verdict ouvert, concluant qu'il n'y avait pas assez de preuves pour montrer comment le poison avait été administré. Ce résultat n'a satisfait personne. La famille de Charles Bravo, dirigée par son beau-père déterminé, a fait campagne pour une nouvelle enquête. Et la presse, flairant une histoire de sexe, d'argent et de meurtre dans la haute société, a alimenté la demande du public pour des réponses. Une deuxième enquête, beaucoup plus approfondie, a été ordonnée. La deuxième enquête, qui s'est déroulée en juillet et août 1876, a été une sensation nationale. C'était moins une enquête qu'un procès public de l'ensemble de la maisonnée. 3 personnes sont apparues comme les principaux suspects. La première était Florence Bravo elle-même. Elle avait un motif clair, échapper à un mari cruel et dominateur. C'est elle qui allait gagner sa liberté et conserver le contrôle de sa fortune. Ses mensonges lors de la première enquête et son passé scandaleux avec le docteur Gully la dépeignaient comme une femme qui avait des secrets à cacher. La deuxième suspecte était la compagne, Jane Cannon Cox. Elle avait été brusquement licenciée par Charles le jour de sa mort. Elle avait accès à sa chambre et à sa nourriture, et son témoignage était tout aussi incohérent que celui de Florence. Beaucoup pensaient qu'elle avait peut-être agi en tant que complice de Florence. Enfin, il y avait l'amant éconduit, le docteur James Gully. En tant que médecin, il avait une connaissance experte des poisons, et certains ont émis l'hypothèse qu'il aurait pu tuer Charles par jalousie et par désir de reconquérir Florence. Au milieu des accusations de meurtre, une 4e théorie a émergé. Celle qui dépeint Charles Bravo non pas comme une victime, mais comme l'auteur de sa propre mort. Certains enquêteurs et historiens ont depuis soutenu que Charles aurait pu prendre le poison lui-même. La théorie suggère qu'il était profondément malheureux, incapable de contrôler sa femme ou son argent, et soupçonnait peut-être qu'elle était toujours en contact avec le docteur Gully. Dans ce scénario, il se serait secrètement administré de l'antimoine, non pas avec l'intention de mourir, mais pour se rendre violemment malade. Son but aurait été de faire peur à Florence, de gagner sa sympathie et peut-être de la choquer pour qu'elle avoue ses secrets et se soumette à sa volonté. Cela expliquerait son premier et faible mensonge à propos du laudanum. Une tentative paniquée d'expliquer sa maladie sans admettre son projet. Si tel était son plan, il a terriblement mal tourné, car il a tragiquement mal jugé la puissance létale du poison qu'il avait choisi. La deuxième enquête s'est conclue par un verdict de meurtre volontaire. Mais le jury a déclaré qu'il n'y avait pas assez de preuves pour fixer la culpabilité sur une ou plusieurs personnes.
Bien que les soupçons soient tombés lourdement sur Florence Bravo et Jane Cox, personne n'a jamais été inculpé du crime. Le verdict n'a apporté aucune conclusion légale, et le mystère de Balaam est resté à jamais gravé dans les annales du crime britannique. Le scandale a détruit la vie de toutes les personnes impliquées. Florence Bravo, publiquement honteuse et dont la santé était brisée, est morte de complications liées à l'alcool 2 ans plus tard. La carrière du docteur Gully, tant célébrée, a été ruinée. Jane Cox a disparu de la vie publique, emportant avec elle tous les secrets qu'elle détenait. À ce jour, la mort de Charles Bravo reste un mystère captivant et non résolu, un sombre casse-tête victorien d'amour, de cupidité et de poison. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Réfléchir à ces événements passés est une façon de se souvenir des personnes impliquées et de l'impact que leurs histoires ont eu sur leur communauté. Si vous avez des réflexions sur l'affaire d'aujourd'hui, nous vous invitons à les partager respectueusement dans les commentaires ci-dessous. Nous espérons que vous nous rejoindrez pour notre prochaine affaire de crime réel.